Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au journal en français sur Télé Liban. Le Liban traverse un moment charnière où les questions de sécurité, de souveraineté et du rôle de l'armée libanaise reviennent au premier plan. En toile de fond, un plan de renforcement de l'institution militaire, le débat sensible sur le désarmement du Hezbollah et une mobilisation internationale attendue avec la tenue d'une conférence de soutien aux forces armées libanaises prévue en février prochain. Dans ce contexte, nous avons interrogé l'ambassadeur de France au Liban, Hervé Magro. Au micro de Télé Liban, il précise la position de Paris et adresse un message aux Libanais à l'occasion de Noël et du Nouvel An. Je vous propose de l'écouter. D'abord, je crois qu'il faut souligner, puisque nous sommes à la fin de l'année, tout le chemin qui a été parcouru depuis l'année dernière, à la même époque. À la même époque, nous parlions d'un cessez-le-feu qui venait juste d'entrer en vigueur et de défis majeurs. Il n'y avait pas de président, il n'y avait pas de gouvernement en charge. Donc, remettons les choses à leur place. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a un président élu, un gouvernement qui fonctionne, et évidemment avec une crise qui reste là à tous les niveaux. Et on parle moins des réformes aujourd'hui du fait de la situation sécuritaire, mais il faut continuer aussi à travailler sur les réformes. Évidemment, nous sommes engagés sur tous ces fronts. Vous avez raison, il y a des interrogations sur la suite. La question du monopole des armes est une question centrale aujourd'hui. C'est le moment pour le Liban de reprendre toute sa place dans le concert régional et international. Et donc c'est un élément majeur. Avec ses partenaires, la France accompagne les efforts du gouvernement libanais et des forces armées libanaises pour ce faire. L'armée libanaise a fait beaucoup de travail sur le terrain. Donc de ce côté-là, on sent qu'il y a eu des avancées. Il y a sans doute encore du travail à faire. Mais en réalité, le vrai sujet, c'est que l'armée libanaise ait la pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire. C'est ça le vrai sujet. Donc nous avons vu ce qui a été fait. Je pense que c'était très utile. C'était très utile pour beaucoup de mes collègues aussi, de voir concrètement et d'avoir des explications du commandant en chef de l'armée sur ce qui se passe concrètement. Mais le travail doit continuer. La communauté internationale est prête à les soutenir et donc, comme vous le savez, nous travaillons toujours à une conférence sur le renforcement des forces armées libanaises qui prend d'autant plus d'importance que, bon, il y a bien entendu cette question du désarmement, mais il y a aussi la question du départ de la FINUL. Et donc, ce renforcement des forces armées libanaises, il doit aussi être pensé sur le moyen terme, parce que d'ici 2027, eh bien, il y aura 10 000 hommes en moins sur le terrain, 10 000 hommes et femmes qui seront partis. Et donc, il faudra que les forces armées libanaises puissent les remplacer et qu'elles soient dotées des moyens nécessaires pour faire leur travail. Mes vœux pour cette année, c'est d'abord souhaiter de très bonnes fêtes à tout le monde, qu'ils en profitent avec leur famille. Je crois que ce moment est un moment particulier. Noël, le jour de l'an, mais les fêtes de Noël. Et je remarque que le Liban s'est paré cette année de beaucoup d'armes de Noël, de lumière, voilà. Et je pense que c'est très symbolique de cet espoir qui renaît dans le pays. Et mes vœux, évidemment, pour l'année prochaine, c'est que nous puissions accompagner le Liban sur le chemin du retour dans ce qui devrait être l'avenir du Liban, c'est-à-dire sa jeunesse, et aider le Liban à ce que l'espoir se concrétise vraiment en 2026. Les obstacles, les défis sont nombreux, mais je pense qu'il y a un très grand espoir que nous puissions avancer. Et encore une fois, hier, j'étais à nouveau dans une école. Je parle souvent des écoles libanaises, et j'ai été une nouvelle fois frappé par la dynamique, par l'enthousiasme de tous ces jeunes Libanais. Et comme je l'ai dit régulièrement, je pense que c'est ça qui doit nous porter. Et si j'ai un dernier vœu à émettre, c'est que tous les responsables libanais puissent eux aussi penser à cette jeunesse qui est la richesse de ce pays. Au palais présidentiel, le Conseil des ministres s'est réuni autour d'un agenda lourd, dominé par la question sensible du redressement financier
et la récupération des dépôts, un dossier explosif qui paralyse le pays depuis 2019. Une séance marquée par des divergences, des mises en garde et des prises de position fortes au moment où des millions de Libanais attendent un signal clair sur l'avenir de leurs épargnes. Le gouverneur de la Banque du Liban, Karim Saïd, a rejoint les ministres pour apporter des éclaircissements techniques. Le Conseil des ministres poursuit demain ses discussions à ce sujet. Et en parallèle, le Conseil des ministres a nommé Mohamed Emnaïmné président de l'agence IDAL. Une décision qui intervient alors que le Liban cherche désespérément à attirer des investisseurs étrangers et à relancer une économie étouffée par la crise et la paralysie administrative. Ankara et Damas renouent un dialogue stratégique inédit depuis la chute de Bachar el-Assad. Les ministres turcs des Affaires étrangères et de la Défense se rendent en Syrie pour rencontrer le président Ahmadinejad dans un contexte de recomposition régionale, de tensions persistantes autour des forces kurdes et de risques sécuritaires croissants. C'est une visite lourde de symboles et d'enjeux. Pour la première fois depuis la fin du régime Assad, 2 ministres turcs se rendent officiellement à Damas. Objectif, évaluer l'état des relations bilatérales et discuter des défis sécuritaires qui pèsent encore sur la région. Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan et son homologue de la Défense Yassar Güler rencontrent leur père syrien et le président Ahmadinejad. Un déplacement présenté comme une évaluation générale de la relation syrio-turque, un an après la chute de Bachar el-Assad. Au cœur des discussions, l'accord du 10 mars entre Damas et les forces démocratiques syriennes, dominées par les Kurdes. Un accord crucial pour Ankara qui exige l'intégration de ces forces dans l'armée syrienne d'ici un an. La Turquie, qui considère la présence des FDS à sa frontière comme une menace, multiplie les avertissements. Hakan Fidan a averti « Tout nouveau retard met en danger l'unité nationale syrienne. Nos partenaires doivent comprendre que la patience n'est pas infinie. » Entre 2016 et 2019, Ankara a mené 3 offensives dans le nord de la Syrie contre les combattants kurdes et contre le groupe État islamique. Aujourd'hui encore, la Turquie dit redouter une réurgence djihadiste alors que la Syrie vient d'adhérer à la coalition mondiale contre Daesh. La menace reste réelle. Washington accuse l'organisation État islamique d'être derrière l'attentat du 13 décembre près de Palmyre qui a coûté la vie à 2 soldats américains et à un interprète. Autre sujet de préoccupation, les tensions dans le sud de la Syrie après des frappes israéliennes qualifiées d'agression pour Ankara. La Turquie veut coordonner avec Damas sa réponse à ces risques sécuritaires émergents. Cette visite marque une étape majeure dans le rapprochement entre la Turquie et la nouvelle direction syrienne. Reste à savoir si cet élan diplomatique permettra de stabiliser durablement un pays encore fragmenté, où les Kurdes contrôlent de vastes territoires et où la menace djihadiste continue de planer. La crise entre Washington et Caracas s'intensifie. La multiplication des saisies de pétroliers transportant du brut vénézuélien par les États-Unis menace d'asphyxier l'économie du pays, tandis que Nicolás Maduro accuse Donald Trump de vouloir renverser son régime pour s'emparer des richesses pétrolières du Venezuela. Au cœur du bras de fer, l'or noir, pivot géopolitique et économique. Dans les eaux des Caraïbes, la tension monte. Une immense flotte américaine patrouille officiellement pour lutter contre le narcotrafic. Mais ces derniers mois, les États-Unis s'attaquent directement à des navires transportant du pétrole vénézuélien. Donald Trump qualifie Nicolás Maduro de narco-terroriste et affirme que ses jours sont comptés. Le président américain n'exclut même pas une intervention militaire. Il déclare que Maduro sait exactement ce que je veux. Le pétrole est la clé du conflit. Depuis les années 1920, il alimente les raffineries américaines. Et malgré l'embargo instauré par Washington en 2019, Chevron reste la seule entreprise autorisée à importer du brut vénézuélien, environ 200 000 barils par jour. Mais pour tous les autres transporteurs, c'est l'incertitude. En septembre, le pétrolier Skipper est intercepté.
Près de 2 millions de barils sont saisis, une opération qualifiée de piraterie par Maduro. Depuis, 2 autres navires ont été poursuivis ou arraisonnés. Et pour les experts, la ligne rouge est floue. Même les bateaux non sanctionnés peuvent être ciblés. Des experts pétroliers avertissent que le risque est énorme. Les armateurs hésitent à prendre des cargaisons vénézuéliennes et cela peut paralyser le secteur. Les conséquences pourraient être dramatiques. Le Venezuela, déjà miné par l'hyperinflation, dépend presque entièrement de ses exportations de brut. Si le blocus se durcit, les revenus pétroliers pourraient chuter de 45% en quelques mois. Les devises se raréfient, le bolivar plonge et le coût de la vie grimpe brutalement. L'ONU se saisit désormais du dossier. Une réunion du Conseil de sécurité est prévue pour tenter de désamorcer une crise qui mêle politique, pétrole et rivalité internationale avec la Chine et la Russie en arrière-plan. Le bras de fer est donc loin d'être terminé, car derrière les sanctions et les interceptions se joue bien plus qu'un simple affrontement diplomatique, le contrôle stratégique des ressources énergétiques du Venezuela. L'or poursuit son ascension spectaculaire, porté par les anticipations d'un assouplissement monétaire de la Réserve fédérale et par les tensions géopolitiques mondiales. Le métal jaune a atteint un nouveau record historique à 4 420 $ l'once, un sommet qui illustre la perte de confiance croissante dans le dollar et la ruée des investisseurs vers cette valeur refuge. L'or n'en finit pas de grimper. Le métal précieux a franchi un nouveau record historique, un mouvement alimenté par les inquiétudes économiques et géopolitiques qui poussent les investisseurs à se tourner massivement vers cette valeur refuge. À jamais, l'or n'avait atteint un tel niveau. Un nouveau record au-delà du précédent sommet d'octobre. La principale raison, les investisseurs anticipent un changement de cap de la Réserve fédérale américaine. Les derniers indicateurs montrent un marché de l'emploi qui ralentit et une inflation en repli. 2 signaux qui renforcent l'hypothèse d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt dès l'année prochaine. Dans ce contexte, l'or apparaît plus que jamais comme une valeur refuge, surtout face aux incertitudes grandissantes telles que la paralysie budgétaire aux États-Unis, les tensions commerciales alimentées par la politique de Donald Trump et les multiplications des risques géopolitiques. Les analystes financiers estiment que les investisseurs cherchent de la stabilité. Et aujourd'hui, c'est clairement l'or qui joue ce rôle. Le dollar est affaibli, les marchés sont nerveux, d'où cette envolée historique. Mais le marché reste volatile. En octobre déjà, après un sommet similaire, le prix de l'or avait chuté brutalement de plus de 5% en une seule séance. Un phénomène qui pourrait se reproduire. Depuis janvier, la progression est impressionnante. Plus de 67% en moins d'un an. Direction New York, la star du Metropolitan Opera n'a pas toujours une voix, mais parfois des sabots. Depuis 2022, Wanda, aussi ânesque que charismatique qu'indisciplinée, s'impose comme l'une des vedettes inattendues de la bohème. Entre pédicure, loge VIP et bonbons à la menthe, immersion dans les coulisses où les animaux deviennent eux aussi artistes. Manhattan est en pleine effervescence, mais aujourd'hui la circulation s'interrompt pour laisser passer une diva. Elle s'appelle Wanda, elle est actrice à l'opéra et ses accessoires sont une charrette bariolée, un collier froufoutant et 4 sabots parfaitement entretenus. Avant chaque représentation, c'est rituel de star, pédicure et soins de beauté, car Wanda est l'une des protagonistes de la bohème où elle apparaît aux côtés de centaines d'artistes. La dresseuse Angelina Borello raconte que Wanda adore l'ambiance. Elle connaît son rôle par cœur et Max, le cheval qui l'accompagne, en profite souvent pour faire une sieste. Wanda reçoit même la visite de ses partenaires humains. Gregory Warren, qui joue Parpignol, vient la rassurer avant chaque entrée en scène. Gregory affirme qu'elle est très cool, travailler avec elle donne une énergie incroyable. Arrivée en 2022, Wanda a succédé à Sir Gabriel, une autre légende équine partie en retraite. Désormais, elle alterne entre ses écuries du Bronx et son domicile verdoyant dans le nord de l'État de New York. Nancy Novograd, propriétaire de l'agence All Time Animals, déclare « Ce que je recherche chez un animal acteur, c'est la confiance. Wanda en a à revendre, elle adore le spectacle.
travailler avec des animaux vivants exige une chorégraphie millimétrée et un plan B permanent. Les chanteurs allergiques aux poils doivent garder leur distance. Et si Wanda décide de s'arrêter pour grignoter, c'est tout un monde qui s'adapte. L'usage d'animaux sur scène fait débat, notamment en Europe. Mais au Met, la production assure, Wanda est traitée comme une reine et elle semble savourer chaque minute. À la fin du spectacle, place à la récompense des bonbons à la menthe. Avec modération, précise sa dresseuse, car la diva pourrait bien en réclamer pendant l'opéra. Wanda continuera d'enchanter le Metropolitan Opera encore quelques saisons aux côtés d'artistes humains et équins. Une star atypique mais incontestée de la scène new-yorkaise. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente fin de soirée et à très bientôt.